Merci à tous d'être venus si nombreux au Chesnay ce soir. Merci de tout cœur. Un grand merci d'abord au maire du Chesnay, Philippe Briot, de civisme et de cordialité, de courtoisie française, nous accueille ici. Je vous demande une fois de plus de le remercier. Cher Marion, tu nous as ravis une fois de plus par ton esprit, par ta culture, par ta fraîcheur, par la vigueur de ton engagement pour la France, pour notre civilisation. Tu es notre avenir. Je voudrais remercier ce soir Philippe Chevrier, bien sûr, et toute la fédération du Front National des Yvelines qui ont organisé avec certains de mes colistiers de Versailles, avec Frédéric Pichon, Nicolas également, Mesdames et messieurs, à mesure que nous approchons de cette élection cruciale du 25 mai, une fumée épaisse envahit le pays. Une sorte de brouillard qui se densifie et qui voudrait nous rendre aveugles, qui voudrait nous empêcher de penser, qui voudrait nous forcer à rester chez nous, à oublier de voter, à oublier que chacun d'entre nous tient entre ses mains une parcelle de notre destin national. Le régime oligarchique qui dirige l'Europe à la place des gouvernements nationaux, ce régime qui s'est mis en place à l'issue d'une longue marche communautaire, ce régime qui n'est pas l'Europe, mais un régime plaqué sur l'Europe, ce régime a tellement peur de la démocratie, il a tellement peur du résultat des urnes, qu'il sort les fumigènes pour faire diversion, pour embrouiller les esprits, pour éloigner les peuples de la conscience et de la raison. Dans ce combat de la raison contre l'émotion, ce régime oligarchique européiste a choisi encore de gouverner par la peur, par la terreur qu'il veut susciter contre l'éveil de la raison partout en Europe, contre cet éveil qui se fait grâce au mouvement de souveraineté, grâce au mouvement patriotique qui partout sont en train de monter. Ce régime oligarchique européiste n'a pas d'autre argument que celui du prétendu sens de l'histoire et de l'apocalypse qui nous menacerait si nous tentions de reprendre notre destin en main. Saint Barroso et tous les saints commissaires, veillez sur notre destinée, et avec vous tous les faux prêtres qui nous exhortent de ne pas céder à l'hérésie anti-européiste. Mesdames et messieurs, face à cette immense offensive lancée contre notre capacité de discernement, contre notre raison, je vous demande de garder la lucidité. Je vous demande de ne pas céder à la panique qu'ils essaient d'installer dans le pays face à la grande vague de rassemblement patriotique emmenée par Marine Le Pen. Cette énorme fumée, en réalité, vise à dissimuler une chose simple, implacable, le bilan de ce régime européiste que ces fausses élites nationales ont servi depuis 30 ans. Le bilan d'une logique de transfert massif de la souveraineté nationale. Cette souveraineté qui, depuis 1500 ans, faisait de la fille aînée de l'Église l'un des plus puissants pays du monde, un pays respecté, imité, aimé.
n'aurait plus le droit de gouverner son destin par lui-même, de peser dans l'histoire par lui-même. Tous les partis que nous combattons ont en commun ce bilan. Malgré les touches libérales des uns, socialistes et écologistes des autres, malgré l'apparence de la diversité politique, ce bilan, c'est eux qui l'ont validé, ils l'ont accompagné, ils ont accéléré le processus qui a abouti à disperser à tout vent notre souveraineté nationale. Un morceau est parti à Bruxelles pour l'économie, un autre à Francfort pour la monnaie, un autre au Luxembourg pour la justice, un autre à Washington pour la géopolitique. Et voilà la première idée qu'il faut marteler. C'est qu'il y a un seul parti, je dis bien un seul parti, qui depuis l'origine combat ce transfert de souveraineté et donc cette dispersion des souverainetés entre les États-Unis et Bruxelles. Et ce parti, c'est le Front National. Et c'est aujourd'hui cette grande dynamique de rassemblement patriotique avec Marine Le Pen. Alors il parle de projet, il parle de nouvelle Europe, il parle d'une autre Europe. Mais de quel projet s'agit-il? Car élection européenne après élection européenne, traité après traité, ils ont accompagné le même processus communautaire qui vise à nous déposséder de notre souveraineté concentrée depuis des siècles à Paris pour la transférer ailleurs et aussi un peu dans nos régions qu'ils veulent maintenant transformer en Länder allemands avec des roitelets européistes à leur tête et avec une seule obsession, un seul acharnement, détruire l'État-nation France. Mesdames et messieurs, soyez-en sûrs, ils n'ont aucun projet. Ils n'ont à produire qu'un bilan. C'est le bilan, malheureusement, du déclin français. Ils peuvent mentir, ils peuvent voler notre vocabulaire, ils peuvent voler nos idées pour ne pas les appliquer comme l'a fait Nicolas Sarkozy. Ils peuvent multiplier les slogans prometteurs. Ça ne changera rien à cette implacable réalité qui est leur bilan. Et s'ils ont un projet, c'est seulement d'aggraver ce bilan. C'est l'approfondissement de leurs erreurs, c'est enfoncer davantage les Français dans l'idéologie européiste. L'UMP reparle d'Europe des nations, la belle affaire, pour se donner une teinture souverainiste, alors que le PPE, le groupe auquel appartient l'UMP au Parlement européen, a voté sans faille et de façon constante 100% des transferts de souveraineté depuis le début. Monsieur Dupont-Aignan voudrait nous faire croire, lui, qu'il est gaulliste. Je vais vous faire une confidence ce soir à propos de Monsieur Dupont-Aignan. Monsieur Dupont-Aignan est un FAF. Oui, un FAF, car il appartient à la French American Foundation. C'est ce qu'on appelle un young leader. Ce qu'on appelle un young leader. Vous savez, ce club de politique français, de tous les partis sauf le Front National, qui ont fait des séminaires aux États-Unis pour apprendre à mieux appliquer les futurs ordres de leur maître. Ce monsieur est tout sauf un gaulliste. C'est un supplétif de l'UMP. C'est après le premier filet tendu par monsieur Guénaud, pour lequel j'ai plus d'estime, un deuxième filet qui sert à rattraper l'électeur de l'UMP, effrayé par l'européisme congénital de la Massour et qui serait tenté de devenir logique en nous ralliant le 25 mai. Cela ne va pas être facile, monsieur Dupont-Aignan, d'être convaincant sur votre prétendue opposition au traité transatlantique quand vous êtes dans le même temps un enfant des programmes d'influence américains en Europe. Alors, au nom de quoi nous ont-ils vendu la construction européenne depuis des décennies? Au nom de quoi nous ont-ils vendu cette construction européenne? Au nom du mythe de l'Europe puissance. Ils nous ont expliqué qu'il fallait, au fond, nous couper jambes et bras, au motif que l'Union européenne nous rendrait notre capacité d'agir au centuple, au nom d'une souveraineté européenne qui allait se construire. Une grande majorité des Français a cru pendant des années à cette chimère, et beaucoup, hélas,
beaucoup hélas y croient encore, et croient qu'au bout de la longue route de la construction européenne, oui, il y aurait cette Europe puissance, cette Europe qui protégerait des États-Unis et de l'Asie et des pays émergents, et du nouveau monde avec ses nouvelles puissances économiques et géopolitiques. Alors il est temps de dresser le bilan de l'UMPS et de ses petits satellites, le bilan de ce processus de souveraineté dite partagée dont les prémices sont posées après la Deuxième Guerre mondiale, en même temps qu'à l'Est d'ailleurs, les peuples du RSS expérimentent, eux, la souveraineté limitée. Le premier bilan d'abord, c'est le recul de la démocratie elle-même. Il y a là une chose très simple que vous devez remarquer. La courbe de l'abstention dans les nations en Europe, et en particulier en France, épouse la courbe du transfert de souveraineté vers l'Union européenne. Plus la souveraineté nationale a été transférée vers les nouveaux centres de pouvoir, Bruxelles, Francfort, Washington, moins les Français ont voté. Et ce n'est pas étonnant. Les élites politiques ont expliqué pendant des décennies que leur propre pouvoir n'avait pas d'avenir, que l'avenir c'était la Commission européenne, qui n'est pas élue, qui est une assemblée de technocrates plus influencés par les multinationales et les marchés que par les gouvernements des États. Alors logiquement, oui, les Français auraient dû voter massivement aux élections européennes puisque le pouvoir s'est transféré vers l'Union européenne. Mais ils ne l'ont pas fait. Et pourquoi ne l'ont-ils pas fait? La réponse est simple. Parce qu'il n'y a pas de souveraineté européenne. Non, à la place des souverainetés nationales, il n'y a rien. Il n'y a plus de souveraineté du tout. Il y a le pouvoir d'une technocratie au service d'une oligarchie financière américaine et européenne. Une oligarchie qui ne travaille pas pour le bien commun européen, mais pour ses intérêts particuliers. L'UMPS pleure sur l'abstention et l'affaiblissement de la démocratie. Mais il en est le principal responsable. L'abstention croissante depuis 30 ans aux élections nationales et européennes, c'est le bilan de l'UMPS, car c'est le bilan d'une Union européenne qui a confisqué la démocratie au peuple d'Europe. Voilà donc un premier bilan concret. Et que répondons-nous à cela, nous, au Front National? Quel est notre projet avec Marine Le Pen? Notre projet, il est expérimenté. C'est ce qui marche dans le reste du monde. C'est la souveraineté. Et la souveraineté, c'est la condition même de la démocratie. Il y a 200 pays dans le monde. Il y en a 28 dans l'Union européenne qui ont accepté cette folie de l'abandon de la souveraineté au profit d'une élite mondialisée qui, elle, s'est affranchie des nations, de leurs identités, de leur territoire, de leur religion, pour vivre dans l'esclavage du dieu argent, en poussant les peuples à devenir esclaves de leurs pulsions consuméristes, de leurs pulsions sexuelles, à devenir des individus consommateurs déliés de leurs appartenances naturelles, la famille, la nation, le divin. La souveraineté n'est pas l'isolement. C'est ce qui marche aux États-Unis, en Corée du Sud, au Japon, en Russie, en Chine, partout ailleurs, en dehors de l'Union européenne, avec des coopérations régionales, avec des coopérations interétatiques, flexibles, adaptées, demain, à notre nouvelle Europe, celle de la coopération des États, aux intérêts des sous-groupes méditerranéens, danubiens, balkaniques ou baltiques. Croyez-moi, si demain la France reprend sa souveraineté, alors la démocratie renaîtra de ses cendres, alors les Français, comprenant que de nouveau ils ont le pouvoir en main, voteront. Car la renaissance de la démocratie française, c'est la renaissance de sa souveraineté. Le deuxième bilan de l'UMPS, c'est un bilan géopolitique. On nous a dit, mesdames et messieurs, l'Europe, c'est la paix. D'ailleurs, on nous rebat les oreilles en permanence tous les soirs avec cet argument, qui est d'une pauvreté inouïe. L'Europe, c'est la paix.
et dans une formidable confusion, comme le faisait fort justement remarquer Marion, entre nation et nationalisme, on ne cesse de prendre les gens pour des crétins, pardon, et on dit au contraire, la souveraineté, c'est la guerre. Étrange logique en vérité. Ils nous disent bien que leur but c'est de forger une nation européenne, avec 20 langues, bon courage, et une souveraineté européenne, avec 28 pays, aux inclinations historiques différentes, bon courage également. Mais alors, s'il s'agit d'une souveraineté européenne, en quoi alors cette souveraineté-là contiendrait moins les germes de la guerre que nos souverainetés nationales? La contradiction ne les dérange pas manifestement, et d'ailleurs il les collectionne s'agissant de l'Union européenne. La vérité, c'est que ce n'est pas la construction européenne qui a maintenu la paix pendant 50 ans. C'est la dissuasion nucléaire. Et puis, hélas, la guerre, nous l'avons eue. Malgré tout, en Europe, pas les guerres mondiales, Dieu merci, grâce à la dissuasion nucléaire, mais nous avons eu des guerres. Nous avons eu la Yougoslavie, et les Européens ont, dans leur majorité, participé à toutes les guerres américaines depuis la fin de la guerre froide, en Irak, en Yougoslavie, en Afghanistan, en Libye. Aujourd'hui encore, c'est l'Union européenne, par sa soumission aux États-Unis, qui met en péril la paix avec la Russie à propos de l'Ukraine, alors qu'il suffirait de prendre en compte la réalité de l'identité nationale ukrainienne, contradictoire entre l'Ouest et l'Est du pays, alors qu'il faudrait trouver un équilibre, un compromis avec les Russes qui permettrait aux deux camps ukrainiens de vivre en paix. L'Union européenne, au contraire, soumise aux États-Unis, attise le feu. Donc l'Union européenne, ce n'est pas la paix, c'est au contraire la guerre. Tout simplement parce que l'Union européenne, ce n'est pas l'Europe indépendante, c'est le bloc transatlantique, dominé par les États-Unis, tout simplement aussi parce que les États-Unis ne veulent pas d'un monde multipolaire, équilibré entre les puissances anciennes et les nouvelles. Non, l'Union européenne, ce n'est pas la paix, c'est ce risque de guerre, et il n'a jamais été aussi grand depuis la fin de la guerre froide. Et oui, ce sont tous les défenseurs de la souveraineté en Europe qui sont du côté de la paix, qui sont du côté du dialogue entre l'Ouest et l'Est. Et chaque député souverainiste demain au Parlement européen, député du Front National et nos partenaires des autres pays, croyez-moi, chacun de ces députés sera un facteur de modération et de dialogue, un facteur de paix face aux excités de l'UMPS qui voudraient provoquer la Russie dans sa sphère d'influence. Monsieur Lamassoure, quand vous dites que vous êtes l'Europe de l'amour, étrange amour d'ailleurs que l'amour européiste en vérité, un amour de l'indifférenciation, un amour en robe et à barbe. Alors, monsieur Lamassoure, je vous dis, moi, que c'est votre Union européenne aveugle, que c'est votre Union européenne idéologue, que c'est votre Union européenne soumise qui porte en elle les germes de la guerre. On nous a dit, vous allez voir ce que vous allez voir maintenant avec l'Union européenne, nous sommes 500 millions d'habitants, nous serons plus puissants que ces 300 millions d'Américains, que les Russes, les Chinois. Avez-vous vu cela? Avez-vous vu une seule intervention, une seule décision que les Européens aient dictée ou imposée aux Américains? Non seulement nos amis américains nous imposent tout, mais comble de l'humiliation, ils espionnent nos dirigeants jusqu'à l'oreiller. Il est vrai qu'avec Merkel, c'est plus facile qu'avec Hollande, qui manifestement a plusieurs oreillers. Le bilan géopolitique est donc hélas catastrophique, car depuis 1990, depuis la fin de l'URSS, la carte des élargissements de l'Union européenne a suivi tout simplement la carte des élargissements de l'OTAN. L'élargissement européen, c'est un élargissement
c'est une otanisation de l'Europe, et nous voyons qu'en arrivant à l'Ukraine, cette otanisation bute dangereusement sur la Russie. Pendant ce temps, est-ce que l'Union européenne a soulevé les vrais problèmes géopolitiques de l'Europe? Est-ce que le problème vital de la démographie, de l'Europe maison de retraite, avec de nouvelles générations non européennes en remplacement, est-ce que ce problème préoccupe les commissaires? Évidemment pas. Cette pente démographique, qui ne fera d'ailleurs qu'aggraver les comptes des États-providence, des budgets de santé, réduire la perspective d'une capacité de défense européenne, est-ce qu'il intéresse les dirigeants de l'Union européenne, ses commissaires? Est-ce que l'anéantissement physique et identitaire de la civilisation européenne est une préoccupation de l'Union européenne? Vous avez évidemment la réponse, elle est non. C'est bien dans cette Union européenne-là que la France donne 200 000 titres de séjour par an à une population non européenne. C'est dans cette Union européenne-là que la France donne 250 000 visas Schengen par an à l'Algérie. C'est dans cette Union européenne-là que la France a accueilli plus de 12 millions d'immigrés non européens ces 30 dernières années. C'est dans cette Union européenne-là que sur 790 000 naissances en France en 2012, 224 000 sont issus de l'immigration, soit 30%. C'est bien cette Union européenne-là, aveuglée par son délire immigrationniste, qui vient d'interdire, par la voie de la Commission, le droit des États à mettre en place des conditions de maîtrise linguistique pour l'acquisition de la nationalité. C'est dans cette Union européenne-là, celle de M. Lamassoure, qui a personnellement participé à la mise en place des funestes accords de Schengen. C'est cette Union européenne-là qui organise le grand remplacement et donc la perte progressive de notre civilisation française, européenne et donc chrétienne. L'immigration représente un solde négatif pour la France, selon les études, allant de 70 à 80 milliards d'euros. Certains ont chiffré le coût de l'insécurité à plus de 120 milliards d'euros par an, ce qui représente 4 fois notre budget de défense annuel. Dans un pays où 30% des bénéficiaires de l'allocation de solidarité pour les personnes âgées ne sont pas ressortissants de l'Union européenne, où le taux de chômage chez les immigrés est de 24%, soit plus du double de la moyenne française, on nous explique que l'effort doit être fait par les Français qui travaillent, c'est-à-dire par vous. Dans cette Union européenne-là, la France qui travaille s'use pour ceux qui viennent profiter de son État-providence, de son État social. La France qui épargne est ponctionnée au profit de ceux qui aujourd'hui, sans reconnaissance, sans respect pour nos anciens, pour notre histoire, pour nos églises, nous crachent à la figure, nous demandent d'avoir honte de notre histoire quand ils ne violent pas nos filles en tournante. Qu'un pays qui subit cela a besoin d'un président normal? Est-ce que vous croyez qu'il a besoin d'une Madame Taubira qui confond le temps de l'hymne national avec le temps du karaoké? Alors, mesdames et messieurs, tout à l'heure, je vous l'ai dit, il y a un seul parti qui a combattu depuis toujours le transfert de souveraineté à Bruxelles, à Washington, à Francfort. C'est le Front National. Eh bien, retenez cette autre vérité. Dans un moment électoral où les faux patriotes surgissent de tous les coins des partis, il y a un seul parti qui, en 30 ans, avec force et constance, a mis en garde contre la catastrophe démographique, identitaire pour la France et pour l'Europe. C'est le Front National.
quand même, Monsieur Valls, il me semble que ce devrait être un critère de sérieux de ne s'être trompé sur rien, que d'avoir tout annoncé, tandis que les autres n'ont cessé de se tromper, n'ont cessé de se dédire, de tromper les Français comme ils le font encore en ressortant le coup du nouveau projet pour une nouvelle Europe. Le bilan du régime européiste, dont l'UMPS est la courroie de transmission nationale, car l'UMPS ne défend pas les intérêts français à l'Union européenne, il est mandaté pour adapter les pouvoirs exécutifs, législatifs, judiciaires aux droits et aux normes européennes. Ce bilan donc du régime européiste, ça n'est pas seulement l'absence de souveraineté géopolitique de l'Europe, ça n'est pas seulement la catastrophe migratoire française et européenne, avec en prévision l'accélération des flux de Rome vers l'ouest de l'Europe, avec l'entrée en Schengen de la Roumanie et de la Bulgarie. Ce bilan, il est aussi économique. Pour le comprendre, il faut revenir brièvement au début des années 1980. À ce moment, la France, au début des années 80, pouvait choisir de se moderniser et d'affronter les réalités de la mondialisation en conservant ses frontières, en mettant en place des mécanismes d'adaptation de son économie face à des secteurs économiques émergents ou plus compétitifs. La France, au début des années 1980, aurait pu choisir d'être un tigre dans la mondialisation régulée, en réformant son État, en baissant la ponction de l'État sur les entreprises, en assouplissant ses règles administratives. Mais la France est entrée dans le socialisme, qui a maintenu l'étatisme pachydermique, qui a construit des clientèles électorales vivant de l'assistanat, la clientèle immigrée en particulier. Et parallèlement, les gouvernements socialistes et faussement de droite qui se sont succédés ont engagé les efforts de la France, tous les efforts de la France, dans le couple franco-allemand, dans la politique du franc fort, avant Francfort et la monnaie unique. Depuis 1980, l'effort est porté sur la France qui travaille, sur la France qui entreprend, sur la France qui crée, et cela pour financer deux choses. Premièrement, l'assistanat en France, deuxièmement, la construction européenne. Le résultat, c'est l'appauvrissement de la France. C'est son endettement monstrueux de 2000 milliards d'euros. C'est l'exportation des cerveaux et l'importation des ventres. Le résultat, c'est la baisse sensible de la richesse par habitant de l'Union européenne. Car à partir de 2004, je dis bien aucun pays entré dans l'Union européenne n'affichait un PIB par habitant supérieur à la moyenne de l'espace à 28. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, l'UMPS voudrait faire un traité transatlantique entre l'Union européenne et les États-Unis, mais les États-Unis ont maintenant un pouvoir d'achat moyen 50% supérieur à celui d'un habitant de l'Union européenne, à cause de ces élargissements successifs vers l'Est. Ceux-là même qui nous disent que nous construisons une Europe puissance pour nous protéger des États-Unis, pour nous protéger des émergents, sont en train de passer du marché unique européen au marché transatlantique, au marché euro-américain. Bref, de l'Union européenne à l'Euro-Amérique, d'Hawaï à Kiev, alors que le général de Gaulle, lui, voyait une union continentale d'États souverains et donc d'États libres de l'Atlantique à l'Oural. Monsieur Lamassoure, aussi fervent défenseur du traité transatlantique, qu'il veut détruire notre contrat Mistral avec la Russie, puisqu'il s'est prononcé récemment pour l'annulation de ce contrat, Monsieur Lamassoure défend un traité d'association économique avec un État souverain, les États-Unis d'Amérique, qui nous espionne économiquement et stratégiquement, avec un État souverain qui dispose de son outil monétaire, le dollar, comme outil de dévaluation compétitive, avec un État souverain qui détruira nos appellations d'origine protégée, protégeant nos marques de qualité, et qui permettra aux Américains d'exporter des poulets lavés au chlore, des produits issus
d'OGM, des semences génétiquement modifiées, des animaux traités aux hormones de croissance, du champagne ou du Bordeaux qui n'en sont pas, et tant d'autres choses. Un traité qui fera disparaître les derniers pics tarifaires protecteurs de certaines de nos filières fragiles dans l'agriculture, qui permettra aussi à Exxon, à Chevron, à Monsanto d'attaquer directement l'État français ou n'importe quel État européen devant un tribunal d'arbitrage privé. Voilà, mes chers amis, ce que l'UMPS est devenu. Lui et ses eurodéputés, nourris tant d'années au Parlement européen au sein des cabinets de lobbying. Voilà ce qu'il est devenu, la simple courroie de transmission de ses intérêts mondialisés, d'intérêts financiers qui ne sont plus au service de l'entreprise et des hommes. Honteux de son bilan catastrophique, le PS, lui, se cache derrière son candidat allemand. Il nous propose la grosse Europa, avec un chef allemand. Ça vous rappelle rien? Tandis que Lamassoure nous propose l'Euramérique, avec Juncker en secrétaire de direction d'Obama. Cette soumission totale aux États-Unis, M. Lamassoure vient encore d'en faire preuve en se prononçant, je l'ai dit tout à l'heure, pour la non-livraison des bâtiments navals Mistral à la Russie. Alors même que M. Hollande fait preuve d'un minimum d'indépendance française dans cette affaire, qui concerne tout de même la crédibilité de notre industrie de défense, la crédibilité de notre signature, de notre droit à construire des partenariats stratégiques avec qui nous le souhaitons, sans en référer au département d'État américain. L'Union européenne qui a absorbé tous les efforts de la France depuis 30 ans au détriment de sa modernisation, au détriment de son adaptation réelle à la mondialisation, cette Union européenne a échoué économiquement. Alors qu'elle défend bien plus que les États-Unis et les émergents les dogmes du libre-échange, elle est une puissance commerciale structurellement déficitaire. Regardez ce paradoxe. Voilà cette Union européenne qui défend le libre-échange absolu et qui en même temps est une puissance commerciale qui profite moins de ce libre-échange que les autres puissances, puisque son commerce extérieur global est déficitaire chaque année d'environ 35 milliards d'euros, puisque seulement 11 pays sur 27 au sein de cette Union européenne, à 28 d'ailleurs, ont un commerce extérieur positif. Et l'Allemagne en particulier qui fait l'essentiel de ce solde commercial. L'Union européenne soutient la dérégulation qui profite davantage donc aux États-Unis et à l'Asie qu'à elle. Où est donc son avantage? L'Union européenne est aussi un échec pour la croissance. Marion l'a dit tout à l'heure, la zone euro est la zone de plus faible croissance du monde. Plus faible même que les pays de l'Union européenne en dehors de la zone euro. Le Royaume-Uni, 1,7% de croissance avec sa monnaie nationale. Plus faible aussi que les États-Unis, avec 2% de croissance, ou le Japon, avec 1,5% de croissance. Comment expliquer aux Français que l'euro protège la croissance alors que la zone euro est la zone de plus faible croissance du monde? L'Union européenne est un échec pour le chômage, avec 10,4% de taux moyen pour l'Union européenne contre 7,4% pour les États-Unis et 4% au Japon. L'Union européenne, c'est une catastrophe pour nombre de nos travailleurs français qui voient aujourd'hui près de 500 000 travailleurs détachés, venus pour la plupart des pays de l'Est, plus pauvres, venir les concurrencer sur notre territoire, pour leur mener une guerre sociale injuste dont nos Français modestes font les frais. Il y avait seulement 7500 travailleurs détachés en France en 2000. Il y en a, je l'ai dit, près de 500 000 aujourd'hui, dont 200 000 clandestins. Et ce n'est que le début avec l'élargissement à la Roumanie et à la Bulgarie. L'Union européenne, c'est un échec sur l'euro. Les banques centrales américaines, anglaises, chinoises, japonaises mènent des politiques favorables à leurs industries, à leurs exportations, à leur compétitivité, alors que la BCE, la Banque Centrale Européenne, ne le fait pas. Et tout le monde sur ce point dit aujourd'hui ce que le Front National dit depuis longtemps. Tout le monde dit qu'il y a un problème avec l'euro, alors que lorsque nous le disions, il y a quelques années encore, on nous faisait passer pour
pour des fous, des ringards et des imbéciles. Mais son échec, ce n'est pas seulement qu'il est une monnaie trop forte, c'est que la diversité des niveaux économiques en Europe rend intenable, par définition, une monnaie unique et provoque une compétition sociale intenable au sein même de l'Union. Mesdames et messieurs, l'histoire est un cimetière de monnaies uniques, un cimetière d'union monétaire. L'Europe en a connu beaucoup au XXe siècle. Les monnaies passent, mais les nations restent. Et nous pouvons, et nous devons quitter un système qui a prouvé son échec total. Nous y sommes entrés. Nous en sortirons. L'expérience et la validation par la réalité, c'est important, je le répète, et il faut le dire autour de vous. Nous avons été les premiers à avoir raison sur l'immigration. Nous sommes les premiers à avoir raison sur l'échec de l'euro. De plus en plus d'économistes nous rejoignent. De plus en plus d'experts disent que pour sauver même l'Union européenne, ceux qui croient encore, il faudrait sortir de l'euro. Car cette monnaie, c'est une arme de destruction massive contre notre compétitivité. Et aujourd'hui, nous sommes rejoints, je l'ai dit, par de très nombreux experts. Nous ne sommes pas seuls, il faut le dire, et il faut combattre cette superstition de l'euro qui règne en maître dans les plateaux. Non, l'euro n'a pas protégé l'Union européenne pendant la crise de 2008. Car la plupart des pays hors zone euro, comme le Royaume-Uni par exemple, ont moins souffert et que tous les pays qui disposaient de leur monnaie nationale, comme les États-Unis et le Japon, ont mieux affronté la crise. Et puis le coût de sauvetage de l'euro, il est devenu à ce point faramineux que la ponction fiscale, que la ponction sur le contribuable européen ne suffit plus. Et donc que l'Union européenne a décidé de s'attaquer directement à l'épargnant. Est-ce qu'on le dit ça sur les plateaux de télévision? Est-ce que les experts disent que l'Union européenne a voté récemment la possibilité de ponctionner directement, du jour au lendemain, vos comptes, n'importe quel compte, quel que soit le montant de ce compte, pas à partir de 100 000 euros d'épargne comme à Chypre, non, à partir du premier euro. C'est la possibilité pour les banques de se renflouer elles-mêmes, plus seulement par la pression fiscale, mais par la ponction de l'épargne. L'Union européenne est donc devenue un véritable système de prédation de la propriété pour ceux qui travaillent et pour ceux qui épargnent. Et le coût du maintien de l'Union européenne est donc une épée de Damoclès considérable qui pèse sur nous. Alors que préférez-vous? Un coût maîtrisé, car il y a un coût bien sûr, mais un coût maîtrisé d'une sortie organisée de l'euro, qui est aujourd'hui connu d'ailleurs, qui est chiffré, on dispose de nombreux scénarios, qui n'impactera que sur 15% de notre dette, car les 85% autres sont sous droit français et sont convertibles directement à la même valeur nominale que la dette actuelle. Avec une dévaluation compétitive qui donnera pendant 3 ou 5 ans, selon un certain nombre de scénarios d'économistes, dont celui de Sapir, mais aussi d'autres économistes, au moins 4 à 6% de croissance, nous pourrons assainir nos finances publiques et réduire fortement le chômage. Mais au moins, il n'y aura plus à provisionner des centaines de milliards pour les plans de sauvetage de l'euro. N'écoutez pas donc la propagande qui propage la crainte sur l'euro. Étudiez sereinement le problème. Écoutez les nombreux économistes qui prônent l'abandon d'un système qui ne marche pas. L'euro profite à l'économie allemande, il profite à la compétitivité américaine, mais il est nuisible pour nous. Il est nuisible pour la France, comme il est nuisible pour de très nombreux pays de l'Union européenne. Alors non, Monsieur Hollande, sortir de l'Europe, ce n'est pas sortir de l'histoire, car sortir du déclin provoqué par l'Union européenne, c'est au contraire remettre la France dans l'histoire.
C'est ce que nous ferons sur l'euro comme sur le reste, de manière progressive, de manière concertée, mais avec la détermination de ceux qui reprennent les commandes d'un avion qui se rapproche dangereusement du sol. Car nous ne nous battons pas pour les intérêts des multinationales qui concentrent l'essentiel de la richesse mondiale. Nous nous battons, nous, au Front National, depuis tant d'années, pour le peuple français, pour ceux qui travaillent, pour ceux qui épargnent, pour ceux qui entreprennent, qui investissent. Nous nous battons contre la spoliation des fruits du travail et du capital des Français. Nous nous battons pour que l'argent que vous économisez pour transmettre à vos enfants ne vous soit pas volé du jour au lendemain, dans le seul but de renflouer des banques d'affaires qui ont spéculé dangereusement avec votre épargne. Nous nous battons pour que ces fruits soient investis dans un avenir industriel, dans les technologies de demain. Et nous nous battons pour que nos jeunes diplômés ne partent pas comme ils le font en masse aujourd'hui. C'est là, mesdames et messieurs, cette troisième idée que vous devez retenir, je crois, le terrible échec économique produit par le choix UMPS du toute Europe et de l'euro. Et le bilan au contraire positif de la souveraineté dans le reste du monde. Car partout ailleurs, je le répète, on traverse les crises. Partout ailleurs, on rebondit face aux crises. Ici, on meurt à petit feu, avec zéro croissance, avec zéro marge de manœuvre, avec une politique d'austérité injuste pour ceux qui ont des revenus modestes et qui s'attaquent à ceux qui travaillent et paient des impôts. Là encore, nous avons un bilan, je le répète, c'est l'exemple de ce qui marche dans de nombreux pays du monde. Notre modèle, c'est la souveraineté. C'est une politique économique pragmatique. Certains disent, mais vous avez une politique socialiste. D'autres caricaturent autrement notre politique. La politique économique du Front National n'est fondée ni sur le dogme libéral, ni sur le dogme socialiste. Elle est fondée sur l'idée que l'État doit être en appui des entrepreneurs. Elle est pragmatique avant tout. Elle doit protéger aussi les Français les plus faibles. Elle doit protéger les secteurs économiques attaqués les plus fortement par l'économie mondialisée. Elle doit soutenir l'entrepreneuriat. Elle doit soutenir la capacité des Français à créer une épargne et une propriété privée. Mesdames et messieurs, vous le voyez, catastrophe géopolitique, catastrophe identitaire, catastrophe économique. L'Union européenne est enfin une catastrophe civilisationnelle. Elle détruit la loi naturelle, elle détruit la famille, le socle de notre civilisation héritée d'Athènes, de Rome et des cathédrales. Le bilan de l'Union européenne, c'est le mariage homosexuel qui se répand pays après pays en Europe. Le bilan de l'Union européenne, c'est la GPA, c'est la PMA, c'est la pluriparentalité, c'est la subversion des identités sexuelles, la propagation d'une utopie transhumaniste, c'est l'euthanasie, c'est l'instrumentalisation et la destruction des embryons humains, c'est l'abandon de la transmission d'autorité, de la notion de bon père de famille, attaquée par l'idéologie du genre et par le féminisme gauchiste. Certains diront que tout cela n'est pas seulement le fait de l'Union européenne. Ils auront tort, car c'est bien l'Union européenne plus que les États. Même l'État français, qui est souvent le plus anti-chrétien parmi les États nationaux d'Europe, c'est souvent l'Union européenne qui défend le mythe de la fabrication d'un homme nouveau libéré de ses racines. C'est l'Union européenne qui n'a de cesse de détourner le dos à ses racines chrétiennes et de promouvoir dans le monde entier une vision athée du monde au nom d'une laïcité mal comprise.
C'est l'Union européenne qui est le relais le plus fidèle des lobbies LGBT qui s'acharnent à semer la confusion des genres pour imposer un nouveau modèle de filiation. C'est l'Union européenne qui est devenue le foyer de ce que Saint Jean-Paul II appelait dans Mémoire Identité une idéologie du mal. Mais alors que l'Union européenne fait le lit d'une nouvelle forme de totalitarisme sans bottes ni casque, d'un totalitarisme insidieux dans la lignée de l'homo soviéticus et de l'eugénisme nazi, mais avec une façade démocratique, qui au contraire est le mieux placé pour lutter contre ce totalitarisme rampant, sinon notre France, sinon notre fille aînée de l'Église, qui s'est levée en masse ces derniers mois pour se battre contre la loi Taubira. Nous sommes très hauts dans les sondages grâce à Marine, qui est formidable d'amour et d'énergie pour la France, qui se bat avec le courage d'une lionne dont vous ne pouvez avoir idée si vous n'êtes pas à ses côtés, et qui n'a jamais une seconde de découragement, malgré les attaques ignobles, incessantes, malgré l'injustice du traitement médiatique. Et je vous le dis, c'est une combattante comme elle, qui refuse le fatalisme en France, qui est l'amour de la vie contre la culture de mort qui s'insinue partout. C'est de Marine dont nous avons besoin. Mesdames et messieurs, ces élections européennes sont essentielles dans la marche vers le recouvrement de notre souveraineté, donc de notre liberté en 2017. Elles sont essentielles car nous aurons, durant 3 ans jusqu'en 2017, la possibilité de construire au Parlement européen un groupe interétatique fort, embryon de la nouvelle Europe des peuples qui renaîtra après la mort de cette Union soviétique. Et nous aurons 3 ans pour pouvoir enfin peser dans ce Parlement grâce à ce groupe. Ces 3 ans, avec de nombreux parlementaires, nous donneront la possibilité de préparer l'Europe de demain avec nos amis européens. Il nous reste donc 12 jours. 12 jours avant le scrutin essentiel du 25 mai. 12 jours pour convaincre autour de nous que l'histoire est faite de retournements, que rien n'est fatalité, et que si la vague souverainiste est énorme en Europe, alors une nouvelle donne politique naîtra en France et ailleurs. Il n'y a aucune excuse au renoncement. J'entends bien ceux qui se cachent derrière le prétexte que tel ou tel point de notre programme ne les convaincrait pas, qu'ils n'ont pas trouvé tout à fait le programme politique parfait. Je leur dis qu'ils raisonnent mal, qu'ils pensent à la langue française, à ces 2 verbes essentiels, le verbe être et le verbe avoir. Le Front National, c'est le seul parti qui propose de s'occuper sérieusement du verbe être. Le Front National propose aussi des solutions pour le verbe avoir. Peut-être qu'elles ne sont pas parfaites pour certains, mais qui peut prétendre avoir la vérité absolue en économie? En tout cas, certainement pas ceux qui ont échoué depuis toujours, sur toute la ligne. Ceux qui ont produit la désindustrialisation massive, qui ont produit le chômage de masse,
8 millions de pauvres, l'immigration massive. Mais nous sommes les seuls à proposer des solutions véritablement alternatives qui sont appuyées sur de vrais économistes, sur des conclusions de prix Nobel, il ne faut quand même pas l'oublier, tandis que l'UMPS n'a pas d'autre programme que la fatalité du déclin. Alors, nous voulons rester ce que nous sommes et nous voulons reprendre les commandes pour réinventer un avenir de croissance, de prospérité, d'innovation, de rayonnement à la France. Si vous n'êtes pas convaincu par cette force du bon sens, demandez-vous ce qui vous gêne. Il y a un seul vote authentiquement français. C'est un vote qui n'est pas thématique. C'est un vote qui n'est pas sociologique. C'est un vote qui aime et qui prend toute la France, de l'ouvrier à l'entrepreneur, du commerçant à l'employé, du fonctionnaire de métropole au fonctionnaire des dom-toms, du français de souche à l'immigré assimilé et patriote. C'est cela que nous sommes en train de réussir, malgré la meute hargneuse qui s'acharne. C'est cela, c'est la réconciliation de tous les Français qui travaillent, avec des productivités différentes, c'est vrai, mais dans une même famille. Est-ce que tous vos enfants travaillent autant ? Nous nous battons, nous, pour tous les Français qui travaillent, qui sont honnêtes, qui aiment la famille et la France, et cela, quelles que soient leurs différences sociales, raciales ou religieuses. C'est pourquoi, mesdames et messieurs, le 25 mai, aucune voix ne doit manquer. Vous devez convaincre vos proches, vos amis, que le temps joue contre la France, qu'elle se vide de sa substance identitaire, économique, civilisationnelle, et que plus nous laissons le temps passer, plus il sera difficile de réparer la France. Vous devez libérer vos proches de leurs préjugés idéologiques, sociologiques, entretenus par une petite caste médiatique qui n'est que l'agence de communication de l'oligarchie mondialisée. Vous devez leur demander de lire nos programmes, d'écouter nos solutions, de revenir à des idées simples, comme cette évidence que la souveraineté nationale marche dans le monde. Mesdames et messieurs, le 25 mai, dites le mot de Cambronne à la fatalité. Dites non à Bruxelles, dites oui à la France, dites oui à la vraie Europe, dites oui à la vie, dites oui à Marine et votez pour moi!